Je m'appelle George Letsas, je suis professeur à l'Université College of London. Je veux présider ce matin sur la discussion. Je vais parler en anglais, malheureusement, mon français n'est pas si bon. Alors, I'd like to thank the organizing committee for this event, in particular Professor Bourgault-Lachaine, for inviting me to be here. It's a great joy and privilege to be chairing this session. We have a long day ahead of us, and we are already late, so I won't delay the proceedings any longer. We have the first panel already in place. We will begin with some introductory remarks by Professor Guy Harsher, who is Professor at Université Libre de Bruxelles. He's going to talk for half an hour. And then we'll have two presentations that follow that, three. That's going to take us until 11:30. So without further ado, I'd like to invite the first speaker, Professor Guy Harsher, to address the floor. Thank you. Bonjour également. Je voudrais dans cette présentation, au fond, vous parler des usages dangereux ou problématiques de la notion de diffamation en général. Vous savez que quand on sort du champ des pays démocratiques, la notion de diffamation est parfois utilisée dans des buts qui sont des buts assez répressifs. On parle beaucoup dans des pays comme la Turquie ou d'autres, des pays autoritaires, surtout en Turquie depuis le coup d'État manqué que vous connaissez. On parle beaucoup de diffamation de la nation, de diffamation des autorités publiques, ce qui reviendrait à une diffamation de la nation. Ça veut dire que de ce point de vue-là, la liberté d'expression peut être extrêmement limitée par un usage immodéré de la notion de diffamation, puisque en Turquie en particulier, il suffit de défendre la cause kurde pour être accusé de porter atteinte à la sécurité nationale, mais aussi de diffamer le pays, parce que la notion de diffamation est utilisée dans ce contexte-là. On parle tous très bien que quand il s'agit de notions qui peuvent mener à des incriminations, puisque dans beaucoup de pays, le délit de diffamation est un délit pénal, pas toujours, pas partout, mais dans beaucoup de pays, il faut évidemment que ce soit défini de façon stricte pour que cela ne devienne pas une occasion pour le pouvoir d'incriminer tout un ensemble d'actes d'expression qui ne devraient pas l'être. Par ailleurs, on utilise aussi dans le domaine international, vous en avez peut-être entendu déjà parler, on utilise aussi cette notion qui est une notion peut-être encore plus floue de diffamation des religions. Ça a fait beaucoup de bruit dans les années 2000, d'abord à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, et puis quelques années plus tard, quand elle a été remplacée par le Conseil des droits de l'homme qui était supposé fonctionner mieux, ce qui n'est pas sûr, cette notion de diffamation a été présentée, a été votée d'ailleurs avec de moins en moins de voix de majorité, parce que quand même les gens se rendaient compte du danger, puisqu'il s'agissait au fond de considérer, après les événements du 11 septembre, que la libre critique de la religion et de l'islam en particulier stigmatisait les musulmans, les mettait dans une position inférieure, et que donc quelque part, la diffamation des religions était un problème de droits de l'homme ou de lutte contre le racisme. Alors, je simplifie ici, mais c'est ça qui est au cœur de ce type de dérapage. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, dans cette introduction, ce n'est pas de parler de cela, bien que si vous posez des questions pour en parler, mais de parler de ce qui se passe dans les pays démocratiques. Alors, comme vous le savez, en général, le droit à la réputation peut entrer en conflit avec le droit à la liberté d'expression. Ça peut créer ce que l'on appelle un conflit systémique, c'est-à-dire un conflit à l'intérieur du système des droits de l'homme. Et bien sûr, c'est une limitation de la liberté, une des limitations de la liberté d'expression qui apparaît comme légitime dans une société démocratique, que vous trouvez dans tout un ensemble de textes, de constitutions, de traités, de conventions européennes des droits de l'homme, etc. Le droit de la diffamation, le droit de la réputation est important parce qu'on considère qu'en général dans une société, si chacun pouvait répandre des rumeurs qu'il savait mensongères de façon à déstabiliser ou à porter atteinte, à nuire à autrui, sans quelque part en porter la responsabilité, la vie serait invivable. Et donc quelque part, il y a un accord général sur le fait que, effectivement, la réputation
est quelque chose, est un élément qui peut limiter dans certaines conditions la liberté d'expression. Et bien sûr, il y a beaucoup de désaccords de ce point de vue-là. Il faut savoir où on place le curseur, il faut savoir si on en reste au plan civil des dommages et intérêts, il faut savoir si ça devient un délit pénal et dans quelles conditions. Donc tout cela, nous le connaissons. En particulier, ce qui est important, un élément important, et qui a fait l'objet d'un arrêt très important de la Cour suprême des États-Unis, New York Times v. Sullivan, dans les années 1960-1964, c'est que du point de vue politique, le fait de critiquer les autorités politiques doit être considéré comme très libre, parce qu'on a besoin d'un débat démocratique vigoureux, qu'en plus, donc les attaques qui peuvent être faites ou les erreurs qui peuvent être faites dans la couverture d'un certain nombre d'événements ne doivent pas geler la liberté d'expression. Ce qui s'était passé dans New York Times v. Sullivan, tout simplement, c'est qu'il y avait eu, c'était le mouvement des droits civiques, c'était dans le sud des États-Unis, il y avait eu une répression très sévère dans un État du Sud, et ce monsieur Sullivan, qui était un policier, un chef de police d'ailleurs très raciste, donc il aurait pu le faire, mais il se fait qu'il n'était pas là et que le New York Times, dans sa couverture, s'était trompé et avait dit que monsieur Sullivan était parmi ceux qui avaient tabassé des étudiants, en l'occurrence, parce que c'était passé à l'université. Et donc, effectivement, là, c'est allé jusqu'à la Cour suprême, donc le journal a été condamné, c'est allé jusqu'à la Cour suprême au nom du premier amendement à la Constitution, qui garantit la liberté de parole et la liberté de presse. À l'époque, c'était la parole et l'écrit. On a, à ce moment-là, considéré que pour qu'il y ait diffamation, et donc pour qu'on puisse limiter la liberté d'expression, eh bien, il fallait un certain nombre de contraintes, qu'en particulier, ce n'était pas à celui qui était accusé de diffamation de prouver la vérité, que la preuve devait être renversée, et qu'en plus il fallait qu'il y ait véritablement, de la part de la personne accusée de diffamation, qu'il y ait soit qu'elle sache que c'est faux, soit qu'elle n'ait même pas pensé à vérifier. On appelle ça reckless disregard of truth. Donc c'est une façon de protéger les individus, de protéger l'individu qui couvre les événements par rapport à des personnes qui soit ont une autorité, sont plus une autorité publique, soit sont des figures publiques, c'est-à-dire des individus qui ne sont pas dans l'appareil d'État, mais qui tout simplement utilisent les médias pour les polémiques, pour leur avancement, et qui donc quelque part doivent être moins protégés dans ce type de débat. La même chose vaut d'ailleurs d'une certaine façon pour le droit à la vie privée, où là aussi on considère que, c'est un autre argument, mais en fait que les citoyens doivent un peu plus en connaître sur des personnes qui se présentent au suffrage. Alors ça peut complètement déraper et devenir véritablement une violation du droit à la vie privée, mais il y a là des discussions qui sont des discussions importantes, et tout le monde reconnaît que de façon générale, que ce soit la diffamation ou le droit à la vie privée, ce sont des limitations légitimes de la liberté d'expression dans un cadre général de défense des droits de l'homme, au nom d'autres droits. Maintenant, on est donc là très loin de ce que je vous avais dit tout à l'heure, puisque d'une certaine façon, dans des dictatures ou dans des démocraties qui sont des démocraties d'apparence, vous êtes plus protégé quand vous exercez le pouvoir, puisque là, quand on vous attaque, il y a une diffamation possible de la nation, etc., comme les termes sont utilisés, et quand vous êtes un simple citoyen, vous êtes sans doute moins protégé, alors que théoriquement, dans le système de New York Times v. Sullivan, dans le système général, une personne privée qui n'exerce pas d'autorité publique et qui n'a pas demandé à devenir visible dans la sphère médiatique est quelque part mieux protégée. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans notre système un certain élargissement de la diffamation à une notion qui est une notion devenue très discutée, qui est la notion de diffamation collective, group libel. Group libel, diffamation collective. Est-ce que ça peut exister, la notion de diffamation collective? Alors, il se fait que le terme est utilisé. Il a été utilisé dans un arrêt très intéressant de la Cour suprême des États-Unis, un arrêt de 1952, mais qui n'a pas fait jurisprudence. Et il a été utilisé de temps en temps aussi, par exemple, par la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, effectivement, et il est utilisé tout le temps dans le débat public, bien entendu, et chez les militants.
Alors, de quoi s'agit-il? Je vais d'abord vous parler de cet arrêt de la Cour suprême des États-Unis, qui n'a pas beaucoup d'importance pour la suite de la jurisprudence, parce que la majorité qui a pris la décision, en fait, ça n'a pas eu de suite, c'est plutôt les dissidents qui sont devenus majoritaires, mais c'est très intéressant pour nous faire réfléchir au problème. Donc, c'est un arrêt qui s'appelle Beauharnais v. Illinois. Donc Beauharnais était un militant suprématiste blanc, un raciste pur et simple, et il y avait une loi d'Illinois qui interdisait un certain nombre de propos racistes et stigmatisants. Bon, ça datait des années 30, c'était une façon d'essayer de faire en sorte que la violence n'éclate pas entre groupes, et qu'en particulier les groupes minoritaires comme les Noirs, qui étaient montés travailler dans le Nord, dans l'Illinois c'est déjà le Nord, ne subissent pas des attaques brutales, avec cette idée que si on laissait la parole ou l'expression libre, elle se banaliserait et qu'à un certain moment, on passerait de l'expression aux actes. Bon, ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui. On entend beaucoup aujourd'hui cette idée, c'est une des justifications en particulier, de la criminalisation des propos racistes. C'est-à-dire cette idée qu'il y a une bande glissante entre l'expression qui se banalise et les actes. On l'a vu pour les actes antisémites, ici à Paris, en France, récemment. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'argumentation qui a été utilisée dans cette affaire, parce qu'elle a fait l'objet d'une discussion entre géants, c'est-à-dire entre deux grands juges de la Cour suprême, qui avaient tous les deux été nommés à la fin des années 1930 par Roosevelt, le juge Félix Frankfurter, comme des grands juristes tous les deux, et le juge Hugo Black. Et le juge Félix Frankfurter utilise, et c'est ça qui nous intéresse ici bien sûr, il utilise la notion de diffamation pour essayer de justifier la loi d'Illinois, parce que cette loi d'Illinois est contestée, puisque au fond c'est une loi qui consiste à dire qu'on ne peut pas tenir certains propos dans la sphère publique. C'était un type qui distribuait des tracts, il n'y avait pas de menace directe, il y avait simplement, c'était un discours, il distribuait des tracts comme on aurait pu distribuer des tracts, et donc au nom du droit à la liberté d'expression, du premier amendement, c'était arrivé par des lois particulières jusqu'à la Cour suprême. Et Frankfurter considérait que c'était normal, que cette loi était légitime, parce qu'en fait, il disait, c'est la même chose que la diffamation. Et donc Frankfurter disait, au fond, une des justifications principales de la diffamation comme limitation de la liberté d'expression, c'est qu'elle empêche la diffamation, les rumeurs qui sont répandues, les rumeurs mensongères qui sont répandues sans qu'il puisse y avoir de quelqu'un qui en porte à un moment la responsabilité, elle empêche les individus d'être traités en fonction de leur mérite, de leur diplôme, etc. etc. C'est-à-dire que si on fait courir des rumeurs sur quelqu'un en disant que quelqu'un est malhonnête, etc., bon, il risque de ne pas être engagé, tout simplement parce que le directeur des ressources humaines se dit, bon, j'ai pas le temps d'aller vérifier, mais j'aimerais mieux quelqu'un pour qui il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fumée sans feu, ce qui est une erreur fondamentale, parce qu'en matière de rumeurs, il y a énormément de fumée sans feu, mais bon, dans la vie courante, ça risque de nuire à l'individu et de faire en sorte que l'individu soit traité en fonction du préjugé. Les gens ont entendu quelque chose sur cette personne qui a été produite, exprimée de façon à lui nuire, hein, c'est là évidemment que c'est important. Et donc Frankfurter dit la justification de la diffamation comme limitation de la liberté d'expression, c'est essentiellement que les individus risquent de ne pas être traités en fonction de leur capacité, de leur mérite, de leur dossier, de ce qu'ils ont fait dans la vie, etc. Et ça, c'est une atteinte fondamentale aux valeurs de la Constitution, aux valeurs d'égalité de la Constitution. De Frankfurter. Et Frankfurter dit, ça c'est intéressant, il dit au fond, c'est la même chose quand il y a des propos racistes. Ils disent exactement la même chose. C'est-à-dire que si quelqu'un est noir, en l'occurrence, c'est un discours qui portait sur les noirs, et qu'on laisse colporter des rumeurs sur le caractère des noirs, sur leur infériorité, parce que c'était ça qui était dit dans le tract, et bien à un certain moment, quelqu'un qui de nouveau va vouloir engager un noir ou quelqu'un d'une autre minorité va se dire je n'engage pas cet individu parce qu'il va juger en fonction du préjugé du groupe global sur le groupe global auquel la personne appartient, et donc d'une certaine façon du Frankfurter qu'une rumeur mensongère faite pour nuire porte sur un individu, sur ce qu'il aurait fait
ou sur un groupe, sur ce qu'ils sont capables ou incapables de faire, il dit c'est pareil, le résultat en termes de valeur constitutionnelle globale, c'est-à-dire en termes d'égalité des individus, de droit des individus à être tous traités en fonction de leur dossier, de leur capacité, de leur mérite, de leur performance, etc., tout ça va être mis en cause. Et donc Frankfurter justifie, et il obtient la majorité, il obtient 5 juges pour ça, 5 ou 6 d'ailleurs à l'époque, et il obtient la majorité, et donc dans cet arrêt de Mohamed Illinois, c'est un arrêt qui utilise la notion de diffamation jusqu'à la notion de diffamation collective et que cautionne ou que crée la Cour suprême, parce que c'est lui qui argumente à partir de la diffamation. L'idée de diffamation collective n'est pas présente dans la loi illinoise. C'est une loi qui a été faite, qui a été promulguée dans les années 1930 pour lutter, éviter la violence raciale. Bon. Alors, Black émet une opinion dissidente, et l'opinion dissidente de Black est intéressante parce que Black perd, puisqu'il est minoritaire, mais en fait, quelque part, on peut dire que de façon globale, à partir de la fin des années 60 et des années 70, après la mort de Black, c'est une victoire post-mortem, mais quelque part, Black a gagné. Et ce que dit Black dans la minorité, là, va devenir la majorité jusqu'à aujourd'hui de la position de la Cour suprême des États-Unis. Mais ce qui est intéressant, bien sûr, c'est pas de parler de la position de la Cour suprême sur la liberté d'expression, c'est de parler de l'utilisation de la notion de diffamation. Donc, pour le moment, cette utilisation paraît une utilisation qui n'est pas un dérapage, pas du tout pour Frankfurter, qui est au contraire une application cohérente du principe de la diffamation, si on considère que la justification fondamentale, c'est l'atteinte faite au droit d'être traité également en fonction de ses mérites, ses capacités, etc. Bon. Alors, ce que dit Black, c'est que, bien sûr, que le droit de la diffamation existe, et que les personnes individuelles doivent être protégées, mais que ça a toujours été considéré comme un droit de diffamation individuelle. On est en 1952, bien avant l'arrêt New York Times v. Sullivan. C'est intéressant. L'arrêt New York Times v. Sullivan, c'est la diffamation possible des puissants, de l'autorité, des figures publiques. Ici, c'est la protection d'une minorité. Hein. Mais Black dit que, en fait, de façon tout à fait générale, c'est quelque chose qui va être délétère, ça va être délétère, parce que justement, effectivement, il faut maintenir le droit à la diffamation, mais que cette extension à une notion de diffamation collective risque d'être profondément liberticide et risque d'être utilisée par des groupes qui sont des groupes très actifs et qui vont mettre en danger ce qui est tout à fait fondamental, c'est-à-dire la liberté d'expression. Et l'opinion du juge Black dit de façon très claire, ma conviction personnelle est qu'aucun législateur, ici le législateur d'Illinois, n'est investi du pouvoir de décider quelles sont les questions de nature publique dont les Américains peuvent discuter. Alors, c'est horrible les propos du type qui a distribué les tracts, de Douarnenez, mais c'est une question publique, c'est-à-dire qu'il s'agit de penser, hein, il s'agit de penser qui est une pensée absolument inacceptable, déviée, pleine de préjugés, etc. Mais ce n'est pas au juge d'intervenir dans ces matières-là. Ça, c'est la position de la Cour suprême. Ce qui est intéressant, c'est que la même année, la Cour suprême avait rendu un arrêt aussi très intéressant, unanime celui-là, un arrêt qui s'appelait Joseph Burstein v. Wilson. Burstein était quelqu'un qui avait voulait diffuser un film de Rossellini qui s'appelait Miracle aux États-Unis et qui avait été considéré comme blasphématoire. Et le cardinal Spellman, le chef des catholiques américains, avait fait beaucoup de bruit pour faire en sorte que ce film soit saisi, soit censuré, ce qu'il a été pour finir. Et Burstein, qui était le distributeur, Wilson, c'était le président de la commission de censure, c'était l'autorité publique, et donc Burstein est allé jusqu'à la Cour suprême au nom du premier amendement. Et là, la Cour suprême a dit qu'on ne pouvait pas limiter la liberté d'expression si on considérait que c'était un blasphème ou un sacrilège. Et c'est très intéressant parce que la Cour suprême dit à ce moment-là, elle dit, si jamais nous faisions cela, c'est-à-dire si nous acceptions les revendications de certains groupes de limiter la liberté d'expression pour des questions de blasphème, eh bien nous serions, elle se compare à un bateau si vous voulez, nous n'aurions plus de cap, nous serions comme un bateau ivre, et nous n'aurions plus comme cap que les orthodoxies les plus puissantes et les plus bruyantes, the most powerful and vocal orthodoxies,
the most powerful and vocal orthodoxies. Et la Cour suprême dit on ne peut pas faire ça, on ne veut pas entrer dans la mêlée. Certes, il y a des gens qui considèrent les propos comme absolument insupportables, mais ce n'est pas le rôle de l'État, ce n'est pas la compétence de l'État, c'est not the business of the state d'intervenir dans ces matières. Et c'est intéressant parce que là, l'argument de la diffamation n'était pas utilisé, il aurait pu l'être, c'était une question de religion, je vais y venir. Mais dans le cas Beauharnais, il est utilisé, mais dans le cas Beauharnais, c'est une question de racisme, ce n'est pas une question d'attaque contre la religion. Aujourd'hui, on mêle beaucoup de choses, ce sont des choses extrêmement différentes, et j'ai moi-même pas mal écrit sur le fait qu'il fallait absolument distinguer la question du blasphème de la question des propos racistes, parce que le blasphème implique une question d'intérêt public qui est la critique des religions et en particulier du rôle des religions dans la vie, et la libre caricature. Donc c'est quelque chose que la Cour suprême avait anticipé à ce moment-là. Maintenant, ce qui est peut-être dangereux et qui rend ces deux affaires un petit peu contradictoires et qui fait qu'on se trouve confronté de nouveau à des problèmes qui sont des problèmes très très contemporains, c'est ceci. C'est que Frankfurter lui-même ajoute dans les critères, il ajoute la religion à la race. Il n'aurait pas dû, il ne doit pas le faire en fonction de l'affaire, puisque c'est une affaire qui concerne leur... Il dit au fond, quand des groupes sont diffamés en fonction d'une appartenance, que ce soit une appartenance religieuse ou une appartenance raciale, il dit c'est un peu la même chose. Et effectivement, dans la plupart des dispositions législatives, comme par exemple en France la modification de la loi de 1881, la loi Pleven des années 1972, 73, je ne sais plus, je ne me rappelle pas, c'est là aussi, et en Belgique aussi d'ailleurs, dans la loi Moreau de 1980, on utilise race, religion, nation, origine nationale et des choses comme ça. Pourquoi pas? Il faut bien dire que d'ailleurs les critères ne peuvent pas être limitatifs, puisque tout dépend évidemment du préjugé du raciste, c'est-à-dire de la manière dont il crée des catégories et croit à ces catégories et il attaque les individus ou il diffame les individus au nom de ça. Donc on peut effectivement vouloir attaquer les individus ou ne pas leur donner le même statut en fonction de la couleur de la peau, mais aussi en fonction de l'appartenance religieuse définie en général par ces gens de façon très vague. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent aller mettre une bombe dans une mosquée en disant je suis contre les musulmans parce qu'il y a du terrorisme et des choses comme ça. Donc quelque part on peut aussi s'attaquer à un groupe religieux ou à un groupe national, un groupe ethnique et des choses comme ça. Donc ça, c'est normal de le dire. Le gros problème, c'est que la religion, c'est pas la même chose que l'appartenance raciale, puisque l'appartenance raciale, d'abord la race est un fantasme, mais je veux dire, la couleur de la peau, le type physique, ce sont des choses évidemment auxquelles l'individu n'échappe pas, tandis que la religion est un engagement. En théorie, bien sûr, on sait très bien que la très très grande majorité des gens ont la religion de leurs parents et que c'est plutôt vécu comme un processus identitaire. Mais c'est un choix, et en particulier quand la religion devient assez offensive dans l'espace public et cesse d'être une religion vécue de façon libérale, je dirais, ça pose des problèmes politiques tout à fait fondamentaux, quelle que soit l'opinion qu'on a, Et donc la libre discussion des questions religieuses doit être une discussion sans entrave, puisque c'est une question d'idées. Et que si les individus disent qu'ils sont diffamés indirectement parce qu'en attaquant leur religieux, se moquant de leur religion, quelque part on porte atteinte à leur réputation, parce qu'ils ont l'air d'idiots ou de bon, je ne sais pas, là, évidemment, cet élément indirect est très dangereux parce que ça risque de geler le discours de libre expression. Mais on sait quand même qu'il peut exister un discours de haine et des actes de haine qui visent des groupes religieux, comme ils visent des groupes raciaux, comme ils visent, etc. Simplement, pour la religion, il faut bien savoir que c'est très dangereux, très périlleux, et qu'il faut garder sa conscience critique. Bon, alors je termine. Je ne sais pas combien j'ai... J'avais 10 minutes. Ah, c'est bien. Oui, je ne vais pas m'amuser. Donc, je continue en disant, maintenant, donc c'est très périlleux d'utiliser la notion de diffamation collective pour la religion. Je dis que ce n'est pas impossible parce que tout groupe peut être l'objet de discours et d'actes de haine, mais c'est périlleux. Et j'ai deux exemples dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que mes collègues ici connaissent bien mieux que moi, mais donc que je donne comme ça. On utilise par exemple dans l'affaire Garaudy, qui était une affaire de négationnisme,
C'était à l'époque où existait encore une Commission européenne des droits de l'homme, qui a disparu en 1998, je pense. Bon, et cette Commission européenne des droits de l'homme avait considéré que l'action de Garaudy, dont Garaudy avait écrit un livre qui avait été considéré comme négationniste, et donc il avait, au nom de la liberté d'expression, porté l'affaire devant la Cour européenne, après avoir épuisé les cours internes, elle avait porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, et la Commission avait considéré comme non recevable. Et elle avait utilisé dans l'argumentation de cette décision d'irrecevabilité, elle avait utilisé la notion de diffamation collective. Quelque part, le négationnisme était une diffamation des Juifs collectivement, qui consistait non seulement à nier la Shoah, mais en même temps à attribuer aux Juifs une certaine responsabilité dans ce qui était considéré comme une dissimulation pour dominer le monde après, etc. Donc les vieux thèmes antisémites. La notion de diffamation collective a été utilisée. En matière raciste, ça peut avoir du sens. Je veux dire, ce type d'élargissement pose en tout cas moins de problème que si c'est élargi à la religion. Bon, ça peut avoir du sens. En matière de discours, pas négationniste, mais plus dur, plus raciste, il y a le fameux arrêt Hirsil contre Danemark de 1994, qui est un arrêt dans lequel d'ailleurs la Cour souvent, bon, la liberté d'expression peut être limitée au nom d'un certain nombre, il y a des buts légitimes, et c'est normal, et la Cour contrôle si, quand un État limite la liberté d'expression, ce qui est quand même quelque chose de très dangereux dans la société démocratique, bon, on respecte bien les buts, ou bien la manière dont on interprète les buts est conforme à la Convention. Et là, dans l'affaire Hirsil, c'est un journaliste qui avait fait une interview de skinheads dans la banlieue de Copenhague, qui tenait des discours épouvantables, assimilant les Noirs aux singes, les Turcs. Enfin, c'était d'un racisme absolu. Enfin, c'était dans une interview. Et Hirsil avait donné ça il n'était pas raciste du tout, mais il avait rassemblé les moments les plus trash de l'interview et il les avait donnés comme ça, sans commentaire, à la télévision, dans un petit spot, de façon, disait-il, à réveiller les gens en disant « Regardez ce qui se passe dans la banlieue de Copenhague ». Alors on lui avait reproché d'avoir voulu faire un coup, on lui avait reproché d'avoir diffusé des propos racistes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent ça à la lettre, et il y avait une loi au Danemark qui interdisait aussi d'aider à la diffusion des propos racistes, ce qu'il avait accusé de faire. Donc il est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et pour finir, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Danemark parce qu'elle a considéré que l'amende, la condamnation de Hirsil était disproportionnée. Mais elle avait accepté, sans discuter, le but légitime en disant voilà, c'est une affaire qui porte atteinte au droit ou à la réputation d'autrui. C'est un des buts légitimes dans l'article 10 sur la liberté d'expression de la Convention européenne des droits de l'homme, droit et réputation d'autrui. Et au fond, réputation ici est évidemment collective, parce que évidemment que ces jeunes skinheads parlaient des Noirs en général, et ils avaient une conception générale, et donc quelque part la notion de réputation, de droit à la réputation, donc de diffamation collective était acceptée là aussi. Mais la pire des choses, c'est un arrêt qui va dans le bon sens, mais c'est plutôt au niveau français que ça a posé un problème, c'est le fameux arrêt Giniewski. Parce que Giniewski, contre Giniewski était un historien, je crois qu'il est mort récemment, était un historien. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était pas du blasphème, c'était pas des attaques directes, etc. Il a mis en cause la responsabilité du christianisme, du catholicisme, de la papauté, de l'enseignement de la haine, comme disait l'historien Jules Isaac, dans la Shoah. Donc, peut-être que c'était tout à fait discutable, et peut-être qu'il avait tort, qu'il exagérait, etc. Mais il discutait d'une question d'intérêt public. Et la Griffe, vous connaissez, qui est une association d'extrême droite, la Griffe avait intenté une action, et en France, effectivement, enfin c'est passé par la Cour de cassation, c'est revenu à une autre cour d'appel, etc. Mais la Griffe utilisait la loi de 1881 modifiée par la loi Pleven en disant qu'il s'agissait d'une attaque, d'une diffamation des catholiques en général, étant donné ce discours qui était un discours qui effectivement donnait une responsabilité très forte aux catholiques, à Pie XII, à l'enseignement de la haine, etc., etc. Et pour finir, il a dû aller à la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme
pour finir la sauver, c'est-à-dire qu'elle lui a donné raison, mais de nouveau en utilisant le principe de proportionnalité, c'est-à-dire le cas par cas, une mesure nécessaire ou non dans une société démocratique. Et on a accepté le but légitime de diffamation, droit à la réputation d'autrui, sans questionner ça. C'est pour finir, en fait, c'est dommage parce que la clé de la discussion, si vous le lisez, c'est dans l'arrêt Beauharnais v. Illinois, c'est le grand débat entre Black et Frankfurter. Et aujourd'hui, les défenseurs de la diffamation collective feraient de Frankfurter leur héros, maintenant personne ne connaît Frankfurter ici, et à l'inverse pour Black. Voilà. Bon, je termine. Thank you very much.